Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison du podcast Agroécologie de Agridea, donc la deuxième saison qui commence dès aujourd'hui. Donc dans cette deuxième saison, on va aborder plus en détail la thématique de l'agroécologie et on va consacrer un épisode à chacun des éléments de l'agroécologie. Agroécologie podcast. Donc pour rappel, l'agroécologie est définie par un certain nombre d'éléments, 13 selon le groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, le HLPE, et 10 selon la FAO. Donc les éléments se ressemblent un peu, mais ils sont pas exactement les mêmes dans les deux définitions. Mais dans les deux cas, il y a des éléments qui sont vraiment liés à la production agricole directement, comme le bien-être animal, la santé du sol, la réduction des intrants, la biodiversité, le recyclage. Mais il y a également des éléments plus socio-économiques qui concernent plus le système alimentaire dans son ensemble, par exemple l'équité, la co-création de connaissances ou la participation. Donc l'objectif dans cette saison, c'est de réaliser un épisode pour chacun de ces 13 éléments et de l'aborder donc plus en détail. On va commencer notre tour d'horizon des éléments de l'agroécologie avec aujourd'hui l'élément équité qui vise à promouvoir des moyens d'existence dignes et stables pour tous les acteurs du système alimentaire, basé sur le commerce équitable, des conditions de travail justes et une gestion équitable des droits de propriété. On va se pencher sur la durabilité sociale de l'agriculture et de la transition agroécologique, puisque si les dimensions environnementales et économiques sont aujourd'hui bien présentes dans les débats, la dimension sociale reste souvent moins visible, alors qu'elle est centrale pour la réussite et la pérennité des transformations en cours. Pour cela, on accueille aujourd'hui Rita Salé, qui est suppléante du groupe socio-économie chez Agroscope et qui travaille sur la durabilité sociale de l'agriculture. Bonjour Rita, comment ça va? Bonjour Kim, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Oui, alors je suis très contente d'aborder ce sujet qui est important avec toi. Oui, avec plaisir de notre côté également. Merci beaucoup d'avoir fait la proposition de faire un épisode sur ce sujet. Est-ce que tu veux commencer par te présenter en quelques mots et nous dire quelques mots sur tes activités et ton parcours? D'accord. Alors, comme tu viens de le dire, je travaille avec la groupe socio-économie à Agroscope et mon sujet principal, c'est la durabilité sociale des exploitations agricoles. Mon parcours, c'est l'intersection de la psychologie sociale, les comportements humains et système alimentaire. J'ai fait mon doctorat à l'ETH à Zurich. C'était sur les perceptions et les besoins des consommateurs. Ces connaissances que j'ai acquis, j'essaye de les utiliser, aborder les enjeux agricoles. Comment les agriculteurs et agricultrices abordent les changements, comment ils vivent les transitions et perçoivent la durabilité, et comment la durabilité sociale se présente sur leur exploitation, quel type d'expérience ils ont, et comment on peut mesurer ou bien définir des indicateurs pour la durabilité sociale des exploitations. Donc on va aborder le vif du sujet, donc la durabilité sociale en agriculture. Est-ce que tu pourrais commencer par définir cette durabilité sociale dans le secteur agricole? Oui, c'est la question de tout le monde en fait, parce qu'il n'y a pas une définition concrète pour la durabilité sociale. Elle s'est pas standardisée et c'est pas harmonisé. On utilise souvent des définitions selon nos objectifs. C'est juste ces dernières, je crois, 20 ans qu'on a commencé à aborder le sujet durabilité sociale. Parce qu'avant, il y avait toujours la conversation ou bien le focus était sur l'environnement et l'économie et tout ça, mais cette dimension n'était pas le sujet. Et maintenant, conceptualiser durabilité sociale, c'est difficile parce que c'est quoi social? C'est large et c'est peut être interprété de plusieurs façons et ça dépend de nos objectifs, du contexte et même des acteurs. Alors, d'après mes expériences, je peux dire que pour moi, la durabilité sociale, c'est se rendre compte, reconnaître et répondre aux besoins des personnes qui travaillent dans le secteur agricole. Et c'est pas alors juste de regarder le chef d'exploitation, mais encore leur famille,
Par exemple, les employés dans le secteur agricole, soit nationaux, soit étrangers, même les saisonniers, par exemple. C'est vraiment regarder les besoins de toutes les personnes impliquées dans ce secteur. Et quels aspects concrets en font partie, selon toi, et lesquels sont particulièrement importants? Il y a plusieurs aspects sociaux qu'on peut considérer. Et notamment, il y a par exemple la charge de travail qui est souvent mentionnée dans la recherche, même dans la pratique et dans la politique, et qui est en fait utilisée comme une mesure ou bien indicateur de la durabilité sociale. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça, parce que ça ne donne pas une image qui est vraiment holistique ou bien réaliste de ce qui se passe au niveau social avec les agriculteurs. Il y a par exemple bien la confiance que le public accorde aux agriculteurs. Il y a la reconnaissance de leur travail, le respect, ça fait partie des aspects sociaux. Il y a l'accès aux infrastructures, machines, aux informations, à la terre. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut considérer comme aspects sociaux. Ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que ces aspects sociaux, ils ne sont pas cohérents, ils sont fragmentés. Chaque personne utilise l'aspect social qui convient pour un objectif spécifique et c'est tout. Et c'est souvent défini par les experts ou bien par la politique ou bien même par les conseillers. Mais ce qu'on a commencé à faire, c'est de définir ces aspects sociaux, de choisir les aspects sociaux avec les agriculteurs. Et l'idée, c'est que c'est eux qui nous disent ce qui est le plus pertinent pour eux. Comme ça, on peut avoir une image plus réelle sur la durabilité sociale dépendant des agriculteurs. Et on a déjà mené des études, c'était en 2021, on a trouvé par exemple ce qui était le plus important pour eux, c'était la sécurité sociale et pension pour leurs partenaires. C'était très respecté par le public, par de reconnaissance. Et en plus, il y avait un autre sujet qui était important, c'était les revenus, les prix équitables pour leurs produits. Ça, c'était fait en 2021. On a pu dire les trois les plus importants aspects sociaux. Maintenant, on va répéter cette étude avec les agriculteurs pour voir si c'est vraiment ces trois aspects ou bien il y a autre chose qui vient maintenant parce que ça change. La durabilité sociale, c'est dynamique, ça change il y a des situations qui créent des politiques qui peuvent créer plus des importances pour des aspects spécifiques pour les agriculteurs. Alors c'est ça l'idée, de regarder d'une façon continuelle avec eux les aspects et pour puisse définir ceux qui sont les plus constants, les plus importants. Ouais. Mais ça se voit que le revenu, par exemple, c'est quelque chose qui est un des aspects les plus importants. Ouais. Donc les trois que tu dis, c'est les prix, la reconnaissance et la sécurité exactement, sociale. Ouais. Okay. Dans l'agroécologie, quelle est l'importance de la durabilité sociale dans cette approche? Alors, la durabilité sociale est essentielle dans l'agroécologie. Alors, comment je comprends l'agroécologie, parce que si on supprime le côté social de l'agroécologie, je crois que c'est plus ça. Oui, effectivement, c'est plus ça. C'est juste ce qu'on fait maintenant ou bien avant. C'est ça la différence de l'agroécologie de tout ce qu'on avait fait avant. C'est pas juste comment produire autrement, d'une façon plus respectueuse de l'environnement, mais c'est comment assurer que les besoins des agriculteurs, des personnes impliquées dans le secteur sont vraiment abordés, qu'on prend soin de ces gens. Et il y a comment les relations entre les consommateurs et les producteurs peuvent être facilitées pour maintenir la confiance et ces trucs-là. Alors, sans la durabilité sociale, je crois qu'il n'y a pas d'agroécologie. Ça, c'est clair pour moi. Ok. Oui, effectivement, c'est un des trois piliers. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'exploitation ou de systèmes ou de mesures où la durabilité sociale est bien prise en compte, et à l'inverse des cas où elle est plutôt négligée malgré des ambitions de durabilité ou d'approche agroécologique? Oui, en fait, je pense souvent à l'agriculture contractuelle de proximité, ou bien les ventes directes, parce que je trouve ces systèmes permettent de rapprocher les consommateurs aux producteurs. C'est un partenariat, de construire des relations plus directes avec les agriculteurs et la société.
Et c'est un élément important de l'agroécologie parce que ça crée une compréhension mutuelle de ce qui se passe avec la production des aliments. Ouais. Et il faut reconnaître ces modèles en plus que c'est un peu exigeant pour les agriculteurs. Parce que ça demande beaucoup d'organisation, de communication, de logistique. Alors, il ne suffit pas de dire que c'est le rôle des agriculteurs pour faire ces efforts individuels pour avoir plus de confiance, par exemple, avec les consommateurs. C'est pour cela que j'ai dit que la construction de la relation, de la confiance avec le public, c'est quelque chose, par exemple, c'est un des aspects sociaux qui y est important et qui se montre depuis l'agriculture contractuelle de proximité comme un système qui doit être pris en compte comme durabilité sociale. C'est juste un exemple. J'ai pris le public et la confiance parce que c'est un sujet je suis très passionnée avec ce sujet. Mais si je prends d'autres dimensions sociales, je peux imaginer d'autres formes d'intégration, en fait, des aspects. Par exemple, il existe des plateformes qui permettent à plusieurs exploitations de partager la main-d'œuvre. Je crois que les plateformes comme Machinerung, ces trucs comme ça, il peut aussi aider les agriculteurs à mieux gérer leurs besoins en termes de personnel. Il y a en plus des systèmes qui assurent qui permettent aux femmes en agriculture d'accéder à des formations, de développer des compétences et d'être mieux reconnues dans leur rôle agricole et d'avoir plus de possibilités de participer et de décider. Alors c'est juste des exemples que peut vraiment voir où la durabilité sociale ou bien quelques aspects de la durabilité sociale peuvent avoir définitivement un effet positif. Alors, lorsqu'on dit on veut un système qui est dans une mesure environnementale, qui est ambitieux, et on veut l'adopter, mais si ça cause plus de charges de travail pour les agriculteurs, sans considérer la charge de travail supplémentaire, les effets sur les revenus et les risques plus élevés pour l'exploitation, on risque de créer de la résistance ou de l'épuisement. Et c'est un système alors qui n'a pas pris compte de la durabilité sociale et qui ne va pas fonctionner, qui ne va pas durer. Alors maintenant, on va parler de la prise en compte de la durabilité sociale dans les politiques et dans l'accompagnement des agriculteurs. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que la durabilité sociale et l'équité sont-elles intégrées dans les politiques agricoles pour le moment? Alors, aujourd'hui, on accorde beaucoup plus d'attention sur la durabilité sociale qu'auparavant. Ça, c'est clair. Mais pour l'instant, la durabilité sociale, comme je viens de dire, n'est pas bien définie. Il n'y a pas une définition claire ou bien cohérente. Et il n'existe pas de système qui est véritablement harmonisé pour mesurer et suivre les aspects sociaux au niveau des exploitations agricoles. Il y a des efforts, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser, mais ils sont fragmentés, ils ne mesurent pas les mêmes aspects sociaux et ils sont définis par des experts et pas avec les agriculteurs. Alors ça, c'est le premier point. Il y a aussi des difficultés lorsqu'on dit qu'on va mesurer certains aspects sociaux, parce qu'on ne sait pas quel indicateur utiliser. Par exemple, la charge de travail. On a récemment mené cette étude pour voir comment mesurer la charge de travail. Il y a des outils qui nous donnent à Agroscope, il y a LaborScope qui nous donne une estimation des heures de travail sur l'exploitation dépendant des caractéristiques de cette exploitation. D'autres outils, par exemple, on peut le faire avec un questionnaire avec les agriculteurs, on demande directement leur charge de travail et on peut avoir une idée. Bien sûr, il y a des limitations parce que les agriculteurs, ils doivent remplir et ils peuvent noter ou bien plus ou bien moins de ce que ils vraiment ont. Et il y a une autre façon, par exemple, c'est de regarder la main-d'œuvre disponible. Alors ces trois mesures, en fait, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne donnent pas la même idée. C'est pour cela que mesurer la charge de travail n'est pas facile et ça dépend de l'objectif parce qu'on peut utiliser ces trois mesures dépendant de quel objectif on a. C'est un des enjeux de notre travail, c'est mieux comprendre comment ces aspects sociaux
peuvent être vraiment mesurés et quoi mesurer? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir exactement d'une façon pour qu'on puisse mesurer et avoir une bonne idée sur les aspects sociaux. Mais il y a des efforts. On a déjà commencé ce travail à Agroscope pour trouver dans le contexte suisse spécifique les indicateurs, quels indicateurs on peut utiliser pour la politique après qu'elle utilise et même pour la pratique. Donc il y a encore besoin de recherche pour vraiment pouvoir aider les politiques. Ouais, c'est juste durant ces 20 ans, je disais que la durabilité sociale, ça a vraiment commencé. On a commencé les recherches sur ça, même dans l'aspect international, c'est comme ça. C'était avant fragmenté, c'était pas noté ou bien appelé comme durabilité sociale. Souvent, c'était un but secondaire. C'était pas le focus. C'était toujours l'environnement et l'économie qui avait l'attention. Et on a des indicateurs très bien pour ces deux aspects. Et maintenant, pour la durabilité sociale, on commence à le faire. Et pour la politique, je crois que c'est même intéressant pour eux. Mais c'est aussi parfois sensible d'obtenir les données, que c'est peut-être un aspect plus sensible que l'environnement ou l'économie. Oui, exactement. Et c'est très, très dynamique. Alors, les changements des aspects, sont beaucoup et il y a une différence entre les aspects qu'on peut mesurer avec les chiffres, d'une façon quantitative, et les aspects qui sont qualitatifs ou bien subjectifs pour les agriculteurs. Alors, il y a certainement que c'est sensible, comme tu viens de le dire, mais il y a encore que c'est subjectif, que c'est... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut interpréter cette subjectivité d'une façon qu'on peut vraiment utiliser? Et comment est-ce qu'on pourrait mieux l'intégrer dans les politiques agricoles? Alors, je crois qu'il est important de développer des indicateurs qui sont valides et qui permettent de suivre de manière complète la situation sociale des agriculteurs. Ce qui est plus important, c'est de vraiment trouver ce qui peut refléter la situation sociale réelle de l'agriculteur. Aujourd'hui, il y a des efforts, même sur le niveau européen. Il y a la Commission européenne qui a lancé l'année passée des soutiens pour les projets qui vont développer les indicateurs de la durabilité sociale et ce qui montre que c'est un sujet qui est maintenant encore important. Et il y a des autres initiatives, en fait, ça s'appelle Farm Sustainability Data Network. Ça, c'est un réseau, en fait, européen où il y a des informations sur les caractéristiques plutôt économiques des exploitations. Et maintenant, ils ont commencé, dès 2025, ils ont commencé à collecter des données environnementales et sociales. Et en Suisse, il y a comme un petit nombre des exploitations qui fait partie de cette data network et on peut regarder avec eux les aspects sociaux. Et parmi ces aspects, en fait, je peux noter, c'était le focus, c'était le travail, l'éducation, la sécurité sociale, l'inclusion sociale, l'accès aux infrastructures et services essentiels et le renouvellement des générations. Alors, c'est une évolution très importante parce qu'elle montre que la durabilité sociale ne peut pas être évaluée uniquement à travers quelques aspects. Alors, ils viennent d'ajouter des aspects. Mais pour pouvoir intégrer la durabilité sociale, je crois qu'on a besoin de faire de la co-création. Alors, avec toutes les personnes concernées dans ce secteur, on doit travailler ensemble pour trouver les indicateurs qui sont les plus valides, je dis. Et surtout avec les agriculteurs. Il est essentiel que leur point de vue soit intégré le plus tôt possible parce qu'on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe sur leur exploitation. Si on demande qu'ils adoptent une activité qui est bien pour l'environnement, alors souvent on regarde avec les résultats par exemple avec le sol ce qui se passe, mais avec le social c'est avec eux parce que le social c'est égal aux personnes. Alors on doit travailler avec eux pour intégrer le plus tôt possible leur opinion. Mais si je veux ajouter quelque chose que les indicateurs, un autre enjeu c'est que il y a plusieurs types d'exploitation, avec des différentes caractéristiques, la taille, la région, la disponibilité de main d'œuvre et tout ça. Alors, on doit trouver des indicateurs
qui peuvent être adoptés pour toutes ces exploitations, mais de même temps qui permettent d'avoir ces différences entre ces exploitations. Ok. Donc vous cherchez des indicateurs communs pour toutes ces exploitations. Ouais. Ouais. Et au niveau du conseil agricole, est-ce que cet aspect est-il pris en compte et sous quelle forme? Je peux pas parler en fait du nom du conseil agricole parce qu'à mon avis la pratique ça change, ça dépend de ce qui se passe, des régions, des organisations, même des thématiques. Mais mon impression est que les aspects sociaux sont parfois présents lorsqu'on travaille sur la gestion du travail, l'organisation des exploitations, même la qualité de vie ou bien les conflits familiaux ou bien sur les ressources humaines par exemple et le bien-être. Mais je trouve que ces sujets sont peut-être déjà abordés par le conseil, mais ils ne sont pas explicitement nommés ou bien appelés comme durabilité sociale. Ok. Ouais. Et comment tu penses qu'on pourrait renforcer cette prise en compte de la dimension sociale dans l'accompagnement des exploitations? Il y a beaucoup des outils qui peuvent aider pour évaluer le changement, mais au niveau agroécologie, si je veux juste parler de ça, il y a un outil qui s'appelle TAPE, c'est Tool for Agroecology Performance Evaluation, et qui inclut certains aspects sociaux, et ça peuvent aider à mieux prendre en compte la durabilité sociale dans l'évaluation des exploitations et des systèmes agroécologiques. Mais ils devraient être visibles et accessibles aux conseillers. Pour le moment, il y a ces aspects subjectifs qui est toujours en question comment on peut les mesurer. Mais je crois que c'est une première étape déjà de l'avoir et si c'était mieux intégré dans les pratiques de conseil, utilisé de manière plus systématique, il pourrait soutenir une prise en compte plus concrète des dimensions sociales sur le terrain. Mais je voulais dire que TAPE, ça s'était développé par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Et maintenant, nous, on travaille sur le contexte suisse. Alors, c'est notre projet pour le développement des indicateurs, ça se fait pour les 4 années suivantes. Et après, on va avec les résultats, avec les indicateurs qu'on a, on va parler, on va communiquer avec la pratique et la politique ces indicateurs pour que ça soit mieux intégré dans le contexte suisse. Et à ton avis, de quoi ont besoin les exploitations pour pouvoir agir de manière plus sociale et plus équitable? Ils ont besoin de beaucoup de choses. Alors, j'ai de la peine de limiter pour deux, trois choses, mais si je peux nommer quelque chose que je trouve très important, c'est en premier lieu les besoins de sécurité économique. Parce que l'équité ne peut pas se reposer sur la bonne volonté individuelle. Si les prix, les marchés ou bien la politique ne permettent pas de rémunérer correctement l'agriculteur, alors il devient très difficile d'améliorer leurs conditions sociales. Une autre chose importante, c'est qu'ils ont besoin de reconnaissance, pas seulement symbolique, mais aussi d'une façon concrète. La reconnaissance du temps de travail, des compétences, de leurs connaissances, des risques qu'ils prennent et de la contribution à la société. Ça, c'est important. Ils ont vraiment besoin du soutien du public et avoir un soutien adapté, soit avec les conseillers. Bien sûr, je trouve que ça, c'est très important. Et avec les formations, les réseaux politiques cohérents et parfois aussi des outils pour mieux organiser leur travail et anticiper les conséquences sur leur vie sociale. Alors maintenant, on va parler de l'acceptation des changements par les agriculteurs et par le système alimentaire dans son ensemble. Est-ce que tu penses que la dimension sociale peut freiner l'adoption de pratiques agroécologiques ou bien de pratiques durables par les agriculteurs? Oui, certainement. Je pense que c'est un point qui est très important parce que lorsqu'une pratique durable n'est pas adoptée, on pense que c'est parce que les agriculteurs ne sont pas informés ou bien ne sont pas motivés ou bien ils sont résistants au changement. Mais souvent, les raisons sont beaucoup plus concrètes que ça. Alors, une pratique peut demander du travail, plus de travail, plus d'observation, plus d'investissement, plus
de prise de risque. Alors, si l'exploitation manque déjà de temps, de main-d'œuvre ou de sécurité financière, l'adoption devient difficile. Donc, la dimension sociale peut être un frein, mais elle peut aussi être un levier. Si une pratique améliore la qualité de vie, réduit la dépendance à certains intrants, renforce l'autonomie ou bien améliore les relations avec les consommateurs, elle peut devenir facilement plus attractive pour les agriculteurs. J'ai un exemple, en fait, en Suisse, il y a le passage de certaines exploitations laitières à avoir juste des vaches allaitantes. Et la production laitière implique une charge de travail qui est vraiment très élevée et une forte contrainte quotidienne, ça c'est clair, et à cause de la traite. Mais avec les vaches allaitantes, on trouve que l'organisation de travail est beaucoup plus flexible. Ce passage est clair et c'est une stratégie observée ici en Suisse dans les changements structurels du secteur. Okay. Je trouve que cela montre que l'acceptation ou l'abandon d'une pratique ne dépend pas seulement des attitudes des agriculteurs. Il est important de regarder, d'observer, de évaluer leur attitude, ça c'est clair. Mais il n'est pas juste ça. Il dépend aussi de la charge de travail, du revenu, des risques qu'ils doivent prendre et comment ça, par conséquence, affecte leur qualité de vie. Donc, si on veut encourager des pratiques plus durables, il faut aussi demander si elles sont vraiment socialement durables ou bien viables pour les agriculteurs. Et comment les autres acteurs du système alimentaire, je pense par exemple aux consommateurs ou à la distribution, comment est-ce qu'ils influencent cette acceptation ou cette adoption de pratiques durables ou non? Toutes les personnes impliquées dans le secteur, ils ont vraiment une influence sur ça. Je trouve en premier lieu les consommateurs parce que, par exemple, ils peuvent exprimer leur attente forte de ce qu'ils veulent en matière de l'environnement, du bien-être des animaux et même du transport local, de production locale. Mais si ces attentes ne traduisent pas dans la volonté ou bien une disposition de payer plus ou bien par leur choix des produits, la pression reste principalement sur les agriculteurs. Eh bien, on voit cet effet, cette influence des consommateurs dans une étude qu'on a menée en Suisse et c'était sur l'acceptation des aliments produits avec différentes méthodes de désherbage. Cela montre qu'en fait, l'acceptation publique peut jouer un rôle dans les décisions agricoles. Et si une pratique est vraiment valorisée par la société, par le marché ou bien par la politique, elle devient plus attractive pour les exploitants. L'image publique des agriculteurs, comment ils perçoivent les agriculteurs, elle vraiment n'est pas une chose juste symbolique. Je trouve que c'est une chose qui vraiment influence les choix des consommateurs, surtout en matière de soutenir les agriculteurs. Et donc, certainement, ça va avoir indirectement des conséquences sur les actions que les agriculteurs prennent. Et pour les distributeurs, pour les transformateurs, ils ont aussi beaucoup d'influence parce qu'ils définissent souvent les standards, les prix, les volumes, les exigences de qualité et les conditions. Ils peuvent faciliter la transition en valorisant mieux certains produits ou bien pratiques, mais ils peuvent aussi augmenter la pression si les exigences changent sans rémunération suffisante, par exemple. Ouais. Alors on arrive gentiment vers la fin de l'entretien. On va peut-être parler un peu plus d'agroécologie. Quel rôle tu vois que l'agroécologie pourrait jouer pour rendre les systèmes agricoles plus équitables et plus justes socialement? Alors, sans la durabilité sociale, il n'y a pas d'agroécologie. Sans agroécologie, on n'a pas changé, on n'a pas évolué, on n'a rien fait. Alors, ce que je trouve que l'agroécologie, lorsque je dis agroécologie, c'est implicitement avec l'aspect social. Oui. Il y a beaucoup des éléments sociaux que l'agroécologie aborde d'une façon telles que la co-création et les connaissances, le partage des connaissances, les valeurs humaines et sociales, la culture, la tradition alimentaire,
la gouvernance responsable, ainsi que l'économie circulaire et solidaire. Elle est vraiment une approche pas seulement environnementale ou bien technique, mais elle aborde les questions de justice, d'équité, de participation et de reconnaissance. Et elle montre que la durabilité sociale n'est pas le but final, mais c'est la façon de faire. On doit demander les questions, comment on peut passer à ça, comment on peut le faire, et comment les décisions sont prises, qui participent à ces décisions, et quelles contraintes sont prises en compte, et qui portent les coûts ou les risques de la transition. C'est ça ce que l'agroécologie met l'accent sur. Ce que je peux dire que une transition agroécologique, pour qu'elle soit socialement durable, doit être construite avec les agriculteurs et les autres acteurs du système alimentaire, et non simplement imposée à eux. Elle ne doit pas seulement transformer les pratiques agricoles, elle doit aussi transformer les relations, les formes de participation et la manière dont les responsabilités sont partagées dans le système alimentaire. Ok. Moi, je pense que tu as déjà donné pas mal d'éléments, mais si tu voudrais ajouter quelque chose sur ce que signifie l'agroécologie pour toi personnellement? Pour moi, c'est pas seulement produire d'une façon différente qu'avant, avec moins d'impact d'environnement, mais c'est les bénéfices environnementaux, économiques et sociaux. C'est vraiment ces trade-offs qui sont importantes, et ils nous rappellent que les problèmes agricoles ne sont pas seulement techniques, mais ils sont sociaux, psychologiques même, économiques et politiques. Qu'on arrive à la fin de l'épisode, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour nos auditeurs? Oui, c'est que concernant la dimension sociale, on ne doit pas considérer comme un aspect secondaire. Il a la même importance que l'aspect écologique et économique. C'est pas un, deux, trois. Ils sont même même niveau exactement pour moi. Et j'espère que ça va tenir comme ça au futur. Ça a commencé parce que il y a plus de conversations et discussions sur l'aspect social. Mon appel serait donc de remettre les personnes au centre des discussions de la durabilité, et pas seulement demander, par exemple, aux agriculteurs de s'adapter. Ouais. Mais vraiment regarder les expériences, les besoins de ce qui se passe, la réalité sur le terrain. Et pour moi, une transition doit être construite avec les personnes concernées à partir de leur réalité et avec une responsabilité partagée. Et peut-être ma recommandation principale sera simplement de mieux comprendre de ce que les agriculteurs portent déjà avant de leur demander plus. Pour les 4 années suivantes, moi-même et le groupe socio-économie à Agroscope, on va travailler plus sur la durabilité sociale et sur la co-création des indicateurs pour la durabilité sociale. Alors, si jamais il y a des acteurs qui sont concernés et qui sont intéressés, j'espère qu'ils puissent nous contacter, parce que c'est vraiment un travail qu'on veut aborder passionnément avec les gens concernés. Ok, alors merci beaucoup pour ton intervention aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir proposé de faire cet épisode sur la durabilité sociale. C'était vraiment très intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kim, de m'avoir. Et merci aux auditeurs, et on se retrouve pour le prochain épisode.